Van était un employé de bureau ennuyeux à mourir, qui vivait dans son bureau et ne rentrait chez lui que pour dormir. Cependant, un jour, il se réveille dans la peau d'un petit garçon de 2 ans et se demande où il est. Il ne comprend pas pourquoi. Ses mains sont si petites et il court dans la pièce pour se repérer. Il se dirige droit vers la fenêtre et reste fasciné par le château médiéval. Il aperçoit la ville au loin lorsque soudain sa femme de ménage, accourt, croyant que Van va faire du parachutisme sans surveillance. Elle l'aide à descendre en parachute et lui dit qu'il est dangereux de rester à la fenêtre. Van lui répond. Il était tout simplement hypnotisé par le paysage et ne pouvait s'empêcher de regarder. Il ne comprend pas. Comment Van? Il parle un anglais impeccable à 2 ans alors qu'il devrait passer son temps à regarder Skibidi aux toilettes et à se perdre dans les méandres de Fortnite. Soudain, Van se souvient vaguement d'avoir vécu ici. Il décide de faire un bref récapitulatif et dit-il que il s'appelle Van Nefercio et son père est Marc Jalpa. Il se souvient également des noms de ses 3 frères. Aîné jusqu'à. Il pense qu'il s'agit du second Newton. Bientôt, c'est l'heure du petit déjeuner et 3 servantes entourent Van pour le nourrir. Parce qu'il est vraiment trop mignon. Van aime l'attention qu'il reçoit car même s'il a le corps d'un enfant de 2 ans. En réalité, c'est un pervers d'âge mûr. Soudain, le père de Van, Jalpa, demande à ses fils ce qu'ils ont prévu pour la journée. Et il lui parle des matières qu'ils vont étudier aujourd'hui. Ensuite, Jalpa se tourne vers Van et on lui demande ce qu'il va faire. Van répond sérieusement qu'il ne sait rien, alors il va commencer par les bases. Et apprendre à propos de la culture et de l'histoire de leur pays. Ses frères sont abasourdis de l'entendre parler ainsi. Mais Jalpa. Il se met à rire en réalisant qu'il avait sous-estimé son plus jeune fils. Il pense que Van aura autant de talent pour la magie du feu que lui. Et sa défunte épouse, et dit avoir de grands espoirs pour lui. Van sait déjà qu'il existe différentes formes de magie. Les attributs de ce monde. Mais les nobles préfèrent les 4 éléments fondamentaux, le feu, l'eau, le vent et la terre. Parce qu'ils possèdent une grande puissance offensive. Tous les autres types d'attributs magiques sont considérés comme une honte. Et tous les Van. Les frères possèdent chacun l'un des 4 éléments. Plus tard dans la journée, Van découvre l'existence de leur pays grâce à Till, et il est ravi. Pour savoir combien d'espèces intelligentes peuplent leur monde. Till lui explique qu'il compte les elfes habituels, des nains et d'autres. Mais les autres servantes lui disent qu'un enfant ne comprendra pas tout cela. Van dit à Till de ne pas. Il s'adresse à ceux qui l'ignorent et commence à l'interroger sur les outils magiques. Elle lui parle des cristaux et des roches magiques capables d'emmagasiner de la magie et de servir à fabriquer des outils magiques. Pendant ce temps, Van apprend encore les bases. Le vieux majordome Esparta place une pile de livres devant lui, disant qu'il est nécessaire de voir combien il le sait déjà avant même de commencer ses études. Van est un peu intimidé par sa moustache à l'air menaçant et dit à Sparta qu'il ne peut pas. Il ne sait pas encore bien lire, mais il a quelques notions de mathématiques. Le majordome commence par les bases et lui demande combien font 3 plus 5. Et lorsque Van répond à la question sans compter sur ses doigts, le majordome est tellement impressionné qu'il décide pour lui enseigner personnellement. Van sait immédiatement que ça va être un enfer et il a raison, car Esparta le force à étudier du crépuscule à l'aube. Mais grâce à cela, Van apprend à lire et à écrire en seulement quelques semaines. Après cela, il continue à étudier avec assiduité, et lorsqu'il aura 4 ans, il sera temps pour ses leçons d'escrime de commencer. Son premier partenaire d'entraînement est qui esquive avec une agilité incroyable, comme si elle était allergique à l'épée en bois de Van. Il tombe à genoux. Après avoir échoué à la toucher une seule fois, Till le taquine en lui disant qu'elle a gagné contre lui. Van la poursuit en boudant. Mais alors les autres servantes jalouses immobilisent Till parce qu'elle insulte un noble. Ils disent à Van de la punir pour. Il se montre impoli, mais leur dit que ce n'est rien. Cependant, les domestiques sont réticentes et insistent pour que Van. Il la punit jusqu'à ce qu'elle soit punie.
Alors, il lui donne une pichenette sur le front et annonce à tout le monde que justice est faite. Pendant un an, Van. Il se concentre sur l'entraînement à l'épée et, dès l'âge de 5 ans, il peut battre des élèves plus âgés car ce ne sont que des enfants avec des compétences simples. Il connaît ses schémas d'attaque et c'est un adulte responsable, doté d'un cerveau développé. Les autres élèves sont impressionnés par le fait que Van soit un génie, même au combat, et ils sont encore plus impressionnés lorsqu'ils le voient les traiter avec gentillesse, même si ils sont issus d'un milieu social inférieur. Après cela, Van fait une pause lorsque le commandant adjoint des chevaliers. Il arrive sur place pour examiner ses mains. Il constate que les mains de Van sont vraiment lisses et sans callosité, ce qui est surprenant. Il se demande comment il a pu devenir aussi bon sans s'entraîner suffisamment. Van lui répond qu'il est trop occupé par ses études pour. Il s'entraîne régulièrement, et révèle nonchalamment qu'Esparta a reçu l'ordre de la direction de rendre les leçons de Van 3 fois plus difficiles. C'est un choc pour Van, mais il comprend maintenant pourquoi ces leçons étaient si longues et si difficiles. Lui demande s'il est intéressé par l'apprentissage du maniement de l'épée, il suppliera le directeur de réduire le nombre de leçons afin de pouvoir s'entraîner pour devenir le plus grand escrimeur de leur pays. Van lui dit qu'il veut se concentrer à la fois sur ses leçons et des cristaux et des roches magiques capables d'emmagasiner de la magie et de servir à fabriquer des outils magiques. Pendant ce temps, Van apprend encore les bases. Le vieux majordome Esparta place une pile de livres devant lui, disant qu'il est nécessaire de voir combien il le sait déjà avant même de commencer ses études. Van est un peu intimidé par sa moustache à l'air menaçant et dit à Esparta qu'il ne peut pas. Il ne sait pas encore bien lire, mais il a quelques notions de mathématiques. Le majordome commence par les bases et lui demande combien font 3 plus 5. Et lorsque Van répond à la question sans compter sur ses doigts, le majordome est tellement impressionné qu'il décide pour lui enseigner personnellement. Van sait immédiatement que ça va être un enfer et il a raison, car Esparta le force à étudier du crépuscule à l'aube. Mais grâce à cela, Van apprend à lire et à écrire en seulement quelques semaines. Après cela, il continue à étudier avec assiduité, et lorsqu'il aura 4 ans, il sera temps pour ses leçons d'escrime de commencer. Son premier partenaire d'entraînement est qui esquive avec une agilité incroyable, comme si elle était allergique à l'épée en bois de Van. Il tombe à genoux. Après avoir échoué à la toucher une seule fois, le taquine en lui disant qu'elle a gagné contre lui. Van la poursuit en boudant. Mais alors les autres servantes jalouses immobilisent parce qu'elle insulte un noble. Ils disent à Van de la punir pour. Il se montre impoli, mais leur dit que ce n'est rien. Cependant, les domestiques sont réticentes et insistent pour que Van. Il la punit jusqu'à ce qu'elle soit punie. Alors, il lui donne une pichenette sur le front et annonce à tout le monde que justice est faite. Pendant un an, Van. Il se concentre sur l'entraînement à l'épée et, dès l'âge de 5 ans, il peut battre des élèves plus âgés car ce ne sont que des enfants avec des compétences simples. Il connaît ses schémas d'attaque et c'est un adulte responsable, doté d'un cerveau développé. Les autres élèves sont impressionnés par le fait que Van soit un génie, même au combat, et ils sont encore plus impressionnés lorsqu'ils le voient les traiter avec gentillesse, même si ils sont issus d'un milieu social inférieur. Après cela, Van fait une pause lorsque le commandant adjoint des chevaliers. Il arrive sur place pour examiner ses mains. Il constate que les mains de Van sont vraiment lisses et sans callosité, ce qui est surprenant. Il se demande comment il a pu devenir aussi bon sans s'entraîner suffisamment. Van lui répond qu'il est trop occupé par ses études pour. Il s'entraîne régulièrement, et révèle nonchalamment qu'Esparta a reçu l'ordre de la direction de rendre les leçons de Van 3 fois plus difficiles. C'est un choc pour Van, mais il comprend maintenant pourquoi ces leçons étaient si longues et si difficiles. Lui demande s'il est intéressé par l'apprentissage du maniement de l'épée, il suppliera le directeur de réduire le nombre de leçons afin de pouvoir s'entraîner pour devenir le plus grand escrimeur de leur pays. Van lui dit qu'il veut se concentrer à la fois sur ses leçons et
D constate que Van maîtrise l'épée et décide de l'entraîner personnellement pour obtenir les meilleurs résultats. Il assure à Van qu'il sera indulgent avec lui. Parce qu'il n'est qu'un enfant. Mais c'était un mensonge plus gros que tout ce qu'un homme politique a pu dire. Les leçons de Dé sont diaboliquement difficiles. Mais malgré tout, Van apprécie sa vie après sa réincarnation. Une autre année s'écoule. Et maintenant, ce Van de 6 ans est considéré comme un génie dans toute sa région. Cependant, il finit par s'épuiser. Car sa vie tourne autour des livres et des épées. Un jour, il confie à Till qu'il veut sortir. Peu après, elle l'emmène au marché, accompagné de 2 chevaliers, et Van sont ravis de découvrir différents types de magasins. Il est curieux de connaître le grand marché. Elle se trouve derrière le bâtiment et lui explique qu'il s'agit de la chambre de commerce de Marie, une immense entreprise avec des succursales partout. Le pays. Van réalise que c'est le Walmart de ce monde lorsqu'il voit soudain un homme traîner un garçon qui a l'air vraiment sale et amoché. L'homme dit à Van de détourner le regard car ce n'est pas un spectacle et ses chevaliers se font prêts à décapiter cet imbécile d'homme pour avoir insulté un noble. Van les arrête et lui demande pourquoi il est ainsi. Il traîne ce garçon avec lui et répond avec arrogance qu'il va vendre son fils comme esclave et que personne ne le fera. Il va l'arrêter. C'est la nouvelle la plus choquante pour Van. Mais il lui dit que les pauvres dans ce monde souvent ils vendent leurs enfants comme esclaves pour gagner un peu d'argent. Van est horrifié. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, la maman bronzée arrive et elle est vraiment ravie de voir le plus jeune fils de la vedette. Till affirme fièrement et il montre les armoiries de sa famille à la mère bronzée qui se présente comme Rosalie, de la chambre de commerce de Marie. Elle demande aussitôt à Rosalie combien coûterait le garçon aux cheveux bleus, et elle lui jette un rapide coup d'œil puis il demande à son père s'il possède des pouvoirs magiques. Celui-ci répond qu'il a le pouvoir de voler des objets. Et Rosalie dit que le garçon ne peut être vendu que pour 3 grandes pièces d'argent. Furieux, le vieux salaud se met à frapper son fils. Il est tellement inutile que son prix de vente est inférieur à l'abonnement mensuel de Sophie Règne. Rosalie lui dit d'être. Il est plus gentil avec son fils, mais il décide de l'emmener dans un autre magasin pour obtenir un meilleur prix. Soudain, Van propose on propose d'acheter le garçon pour 5 grandes pièces d'argent, et le salaud accepte à contre-cœur. Van libère le garçon et l'aide. Il se lève et lui demande son nom. Le garçon se présente calmement, prend la main de Van et se lève. Van lui répond qu'il est libre d'aller où il veut maintenant, jusqu'à ce qu'on lui demande pourquoi il laisse le garçon s'échapper alors qu'il vient de l'acheter. Van lui répond qu'il voulait simplement l'aider. Il apprend ensuite que comme n'a nulle part où aller, décide de l'emmener à le manoir. Les chevaliers expliquent à Van qu'il ne peut pas emmener un garçon d'origine inconnue au manoir, comme d'habitude, et qu'il doit le prendre comme esclave. Van, un homme moderne qui abhorre l'esclavage, est blessé par cette phrase. Mais comme est d'accord. Sur ce, il décide de suivre l'idée. Rosalie l'interrompt et dit qu'il doit finaliser le contrat de l'esclave. Elle conclut un contrat auparavant et demande aux 2 garçons de lui tenir la main. Elle utilise ensuite un sort pour sceller le contrat. Calme, il se fait tatouer le dos de la main pour montrer qu'il sert désormais Van. Sur ce, Van emmène comme au manoir. Et il devient rapidement un serviteur talentueux et loyal. Un jour, Ka vient dire à Van que Dé le cherche et Van donne. Il lui donne un biscuit pour qu'il mente et dise qu'il n'est pas là. Comme accepte le pot de vin et affirme ensuite que Dé sait déjà qu'il est là, mais Van. Il lui dit d'inventer une histoire s'il le faut. Il remarque alors que Ka ne porte pas les gants qu'il lui a achetés. Il déclare vouloir exhiber son tatouage au monde entier car c'est la preuve qu'il sert Van. Cependant, lorsque Van dit qu'il voulait vraiment qu'il porte les gants, Ka change immédiatement d'avis. À ce moment-là, Dé frappe à la porte. Ka sort et ouvre la porte pour lui dire que Van n'est pas là. Dé dit qu'un domestique vient de le voir entrer, mais Ka dit que ce type doit être sous l'emprise de champignons hallucinogènes en plein jour. Dé en doute fort,
car il voit les miettes de biscuits autour de K. Il s'essuie rapidement la bouche, mais il dit qu'il doit aussi prendre des champignons hallucinogènes pour imaginer des choses. D est impressionné par l'audace du jeune esclave qui lui tient tête pour protéger son maître. Il décide donc de le former à la place de Van. Deux autres. Les années passent et Van a 8 ans, ce qui signifie qu'il est temps pour sa cérémonie d'évaluation. Tout le monde a de grands espoirs pour lui et il souhaite qu'il devienne leur seigneur car il est non seulement un génie, mais aussi d'une grande bonté envers tous. Son père l'est également. Certain que Van maîtriserait la magie élémentaire comme lui. Mais tous ses espoirs sont remplacés par du dégoût et de la déception Jalma apprend que Van a un don pour la magie de production. Elle affirme que la magie de production est considérée comme la pire forme de magie. Noble car cela permet aux gens de créer des épées et autres objets à partir de matières premières et d'imagination. Cependant, tous. Cela peut se faire même sans magie, et personne n'a besoin d'un noble qui n'est qu'un forgeron glorifié. Jalma dit que lui et sa défunte épouse étaient tous deux de puissants mages de feu, et il ne peut accepter que leur fils possède la magie la plus faible. Il dégaine son épée et dit qu'il aurait dû la dégainer ce soir-là. Mais il va corriger sa décision. Van est paralysé par la peur et ne sait pas quoi faire. Mais avant que son père ne puisse le frapper, son frère aîné, Murka, intervient pour le défendre. Il suggère qu'ils ont un village isolé sur leur territoire qui n'est pas encore connu, développé et il devrait laisser Van le développer. Jalma lui demande de s'expliquer et Muria dit que le village sans nom. Ce village ne compte que 100 habitants et ils n'ont rien pour eux. De puissants monstres rôdent dans les montagnes. Au nord, un autre domaine noble se trouve juste à côté. De plus, le royaume rival, Yelaneta, est tout près. Au-delà du village, il n'y organise que quelques exercices d'entraînement militaire. Jalma approuve également ce plan car le village sans nom est un territoire récemment acquis et ses habitants ne sont pas encore vraiment fidèles à leur famille, ce qui envoyer un membre de sa famille là-bas est donc une excellente décision. Il félicite Murka d'avoir su tirer profit de la honte de leur. La famille est partie, et Murka dit à Van de partir pour le village dès que possible. Une fois tout le monde parti, Murka s'excuse auprès de Van pour. Il proposait de l'envoyer dans un endroit si terrible, mais il ne voulait pas qu'il meure de la main de leur père. Van le remercie pour lui sauvant la vie, et MCA promet de l'aider autant que possible à vivre confortablement au village. Bientôt, Van commence à faire ses valises et il est furieux contre le chapiteau qu'il a envoyé si loin. Mais il lui dit qu'il a hâte d'y être car il aura beaucoup de temps libre pendant le chargement de ses bagages. Van repense aux calèches. Son père ne lui permettait pas d'emmener de nuit avec lui et la MCA a dû engager des aventuriers pour les garder. Lui. De plus, il n'était autorisé à emporter que du calme avec lui au début, mais grâce à l'intervention de son frère, il l'accompagne désormais lui aussi. Soudain, D arrive et annonce à Van qu'il vient avec lui pour terminer l'entraînement. Van refuse catégoriquement et affirme que son père a interdit au chevalier de l'accompagner. Il répond qu'il n'a reçu aucune nouvelle à ce sujet et il amène même 2 de ses chevaliers avec lui. Ce n'est pas tout. Esparta arrive également et annonce à Van qu'il a pris une retraite anticipée de cette demeure et qu'il viendra avec lui. Avec lui pour continuer à lui enseigner. Une fois la calèche en marche, Van est un peu déçu de ne même pas pouvoir l'utiliser. L'emblème familial est brandi en ce moment même, car son père veut l'éloigner secrètement. Cependant, toute la ville est rassemblée pour dites-lui adieu car les chevaliers portent d'immenses bannières annonçant le départ de Van. Van panique en voyant cela et il leur demande ce qu'ils font et les chevaliers lui répondent qu'ils ne font qu'obéir aux ordres de deux et qu'ils ne peuvent pas abattre le. Des banderoles seront déployées jusqu'à ce qu'ils le disent, mais il dort pour l'instant. Sur ce, toute la ville fait ses adieux à Van, qui promet pour leur revenir un jour. Plus tard, Van prend une petite brindille dans sa main et utilise sa magie de production pour la transformer en une épée,
dont la fabrication nécessiterait une sorte de réaction nucléaire pour transformer le bois en métal. Mais qu'est-ce que j'en sais? Calme-t-il. Ils sont impressionnés, et Van explique qu'il veut simplement voir s'il existe un bon moyen d'utiliser sa magie. Celle qu'on dit être inutile. Till lui dit alors qu'ils sont près du village, et Van est impatient de le voir. Il dit à comme que si la vie au village ne lui plaît pas, il peut toujours retourner au manoir. Il est prêt à annuler son contrat d'esclavage. Et assure à Ka qu'il peut servir Murka, qui le traitera bien. Comme refuse immédiatement, disant qu'il a. Il a déjà juré fidélité à Van et restera à ses côtés jusqu'à la fin. Van est un peu surpris, car cela semble comme une demande en mariage, chose qu'il n'avait jamais reçue dans sa vie antérieure. Soudain, la calèche tangue et s'arrête. Van ouvre la fenêtre pour voir ce qui se passe. Un chevalier l'avertit qu'un danger les guette car le village est attaqué par des bandits. Van convoque immédiatement une réunion et lui explique que les bandits sont habitués à. Ils se battent. Les villageois n'auront donc aucune chance face à eux. Ils sont une cinquantaine et, malgré l'épée mur de bois, ils peuvent les atteindre. Des empêchent les bandits d'avancer. Ils utilisent des flèches pour attaquer les villageois plus loin. Des dit à Van que ils devraient combattre les bandits car ils peuvent les chasser si tout le monde s'unit. Mais le chef des aventuriers, Orto, refuse de le faire. Il affirme que sa mission est uniquement de protéger Van jusqu'à son arrivée au village et qu'il ne laissera pas ces hommes se précipiter dans une bataille où ils sont désavantagés. Des soutiens que les villageois sont les premiers citoyens qui seront placés sous l'autorité de Van et ils devront se battre pour les défendre. Orto lui dit que ses idéaux sont dignes d'un. Il est comme un chevalier, mais lui et ses hommes sont des aventuriers. La logique chevaleresque ne s'applique donc pas à eux. Des n'a aucun moyen de réfuter cela. Il demande donc à Orto de protéger Van pendant que lui et les chevaliers repoussent les bandits. Il sait qu'il risque d'y perdre la vie. Il leur demande de prendre Van et de retourner en ville si nécessaire. Cependant, Esparta s'y oppose. Plan manifestement stupide. Il raconte à tout le monde qu'il a peut-être l'air d'un serviteur ordinaire, mais qu'il est en réalité un élémentaire. Un mage et il les aidera à gagner la bataille. Personne n'y croit, mais Esparta affirme qu'il créera un mur et les aventuriers devront lancer des attaques à distance depuis derrière. Cela distraira les bandits et les chevaliers les prendront en tenaille. Esparta pense qu'une fois les bandits attaqués de toutes parts, ils vont fuir. Van lui demande s'il compte rester et se battre, et le vieux majordome confirme, disant qu'il doit. Il continue d'attaquer pour que les bandits se concentrent sur lui. Van dit que c'est dangereux et qu'il risque de mourir, mais Esparta veut y aller. Il meurt dans un éclat de gloire. Van lui dit qu'il ne peut pas mourir dans un endroit pareil après avoir fidèlement servi sa famille pendant si longtemps. Des décennies et il ne veut pas non plus que les chevaliers meurent. Il sait que s'il perd une Sparte aidée maintenant, il échouera. S'il développe le village par lui-même, son père l'exécutera sûrement pour ses échecs. C'est pourquoi Van pense à un. Il propose une autre solution et annonce qu'il servira d'appât. Tout le monde est stupéfait, jusqu'à ce qu'il refuse catégoriquement. Pour laisser faire ça. Elle dit qu'elle servira d'appât et que Ka est prêt à prendre sa place. Van répond qu'il ne veut voir mourir personne de son entourage. C'est pourquoi il servira d'appât. Il prévoit de monter dans la calèche et attaquer les bandits de front, laissant ainsi aux autres la possibilité de les attaquer par les flancs. Des pense que c'est trop risqué. Van lui rappelle qu'il s'est entraîné sous ses ordres, et qu'il ne mourra donc pas si facilement. Et même s'il venait à mourir, il n'y aurait pas de fin plus belle. Pour un noble, il vaut mieux mourir pour son peuple. Il dégaine son épée et ordonne à Dé de laisser son corps sur place au cas où il périrait. Car il ne veut pas que le nom de sa famille soit terni par sa mort. Les paroles de Van touchent Orto, qui se souvient de comment il était. Il n'était pas ravi d'accepter le poste de garde du corps d'un fils noble car il les considérait tous comme arrogants. Cependant, quand Van est venu le saluer et l'a même complimenté sur son look cool et badass,
son opinion a un peu changé. Maintenant qu'il voit Van risquer sa vie pour son peuple, il décide de ne pas se dégonfler et annonce qu'il se battra avec. Van lui dit que cela dépasse ses compétences, mais Orto rétorque qu'il ne peut pas être cool et badass s'il laisse faire. Le garçon risque sa vie en sa présence. Ses amis sont d'accord avec lui, et Dé intervient à son tour, déclarant qu'il ne peut pas laisser son le seigneur risque sa vie de son vivant. Esparta est d'accord avec lui, disant qu'il devra enseigner à Van à partir de là. Il commence par se demander s'il pense que risquer sa vie est une bonne stratégie. Il élabore aussitôt un nouveau plan et crée un terrien. Il forma un mur en quelques secondes avant d'ordonner aux chevaliers et aux aventuriers de prendre les bandits à revers. Orto et son équipe. Les amis costauds se précipitent d'un côté tandis que Dé et ses hommes se précipitent de l'autre. Pendant ce temps, les autres aventuriers commencent. Ils tiraient des flèches derrière le mur, abattaient quelques bandits et distrayaient les autres. Leur chef. Il leur ordonne de cibler d'abord les personnes derrière le mur, mais Dé arrive en trombe et en élimine un bon nombre. Une fois, Orto, les aventuriers et les chevaliers se joignent également à l'action. Et comme si cela ne suffisait pas à rendre les bandits, Dé laisse des taches sur leurs sous-vêtements, et commence à dégager une aura menaçante qui les fait fuir. Le chef des bandits. Il comprend qu'ils ne peuvent pas gagner ainsi. Alors, il charge vers les murs pour tuer ceux qui se trouvent derrière. Orto tente de. Il alerte son équipe, mais ils ne peuvent pas réagir à temps, et le cyclope en herbe se prépare à abattre sa lourde hache sur le nerd aux cheveux verts. Ban arrive à point nommé et provoque le chef des bandits pour attirer son attention. Il lui fait un petit pont. Il l'attaque puis lui tranche les genoux par derrière, le faisant tomber au sol. K se joint au combat et bondit vers lui. Le chef des bandits utilise sa hache comme point d'appui et porte un coup final dévastateur. Peu après, tous les bandits restants sont capturés et les forces de Van ne subissent aucune perte. Orto est ravi qu'ils aient obtenu le meilleur résultat. Il évoque le résultat possible et affirme qu'une fois leur paiement reçu, leur travail sera terminé. Mais il est un peu curieux. Il parle maintenant de Van. Il voit un grand potentiel en lui et demande à son équipe s'ils veulent rester et voir ce qu'il peut accomplir. Ce village sans nom. La moitié des habitants lui disent qu'il n'y a pas assez d'argent pour eux. Mais son équipe principale. Ils restent car ils ont vu Van à l'œuvre et ils pensent qu'il n'est pas un garçon ordinaire. Ils veulent investir dans. Parce qu'ils sont certains qu'il réussira un jour. Et ensuite, ils pourront encaisser tous ses points de fidélité. Pendant ce temps, Till reproche à Van d'avoir mis sa vie en danger et lui dit de la laisser se jeter dans le danger la prochaine fois. Juste à ce moment-là, d'autres arrivent et disent à Van que les villageois se sont rassemblés à la porte. Il décide alors d'entrer dans le village. Fierté et espoir. Mais en voyant le village, il perd un peu des deux car ils lui paraissent faibles et désolés. Le chef accueille Van et le remercie de lui avoir sauvé la vie. La première question que pose Van est de savoir si le village a été. Ils ont déjà été attaqués. Le vieil homme confirme, disant qu'ils ont déjà été attaqués plusieurs fois cette année. Van demande. Le chef explique la raison de cela et répond qu'auparavant, le village faisait partie d'un autre territoire et que des chevaliers patrouillaient régulièrement. Depuis qu'ils font partie du territoire de la famille Ferriot, personne n'est venu s'occuper d'eux. Van. Il s'en excuse et explique que son père ne reconnaît pas encore la valeur des petits villages. Ça le met en colère. Les villageois et le vieux chef se demandent si les nobles pensent que les petits villages ne méritent pas d'être protégés. Parce qu'ils ne paient pas beaucoup d'impôts. Van lui dit qu'il est inutile de blâmer qui que ce soit, ce qui met les villageois encore plus en colère. Ils disent que un noble ne pourrait jamais comprendre ce qu'ils endurent. Mais Van affirme qu'il parle de l'avenir du village. Et sa colère est ici injustifiée. Il affirme que les nobles sont responsables de l'état du village. Mais les lois édictées par le fondateur du royaume en sont la principale raison. Il affirme que blâmer la loi ne changera rien et qu'il faut agir. Sinon,
pour protéger le village. La première solution consiste à produire quelque chose de si précieux que le royaume ne puisse l'ignorer. La deuxième solution consiste à gagner suffisamment d'argent pour engager des mercenaires afin de se protéger. La dernière solution est de travailler sur le village et l'améliorer. Un méchant du village lui dit qu'ils ont aussi pensé à cette idée, mais qu'ils n'ont rien à faire. Van lui explique que les choses ont changé depuis qu'ils ont un nouveau seigneur et qu'il fera tout pour les défendre. Le village. Enfin, les villageois ne lui font pas confiance parce que c'est un enfant. Mais quand Esparta et Bis avancent, et se présentant comme l'ancien maître d'hôtel et le vice-commandant de l'ordre de la nuit, les villageois se mettent soudain à pleurer. Confiant que leur village est entre de bonnes mains, le chef demande à Van s'il possède une puissante magie élémentaire. Il indique d'emblée que son seul talent réside dans la magie de production, il faut donc s'attendre à ce qu'il soit aussi efficace au combat. Les villageois commencent à bouder ouvertement et l'ego de Van en prend un coup. C'est alors qu'un villageois lui demande ce qu'il devrait faire. Concernant les impôts, car ils ont actuellement du mal à payer 30% de leurs revenus, Van décide de réduire ce taux à 10% jusqu'à nouvel ordre. Le village est stable et tous les villageois commencent déjà à l'apprécier. Ensuite, Van dit qu'ils doivent travailler sur le village. Il demande à Esparta si le mur de terre qu'il crée est durable. Le majordome répond qu'il ne dure qu'un certain temps. Il ne reste que peu de temps avant que le Monor ne s'épuise et ne devienne qu'un tas de terre. Van décide alors de construire un mur solide. Plus tard, il demande à Esparta d'en créer un par magie. Entre-temps, le vieux majordome crée aussitôt un immense mur tout autour du village, et tout le monde est stupéfait en voyant cela. Après cela, Van dit qu'ils ont besoin de pièges et de fosses pour ralentir les bandits, et des lui demande de lui laisser faire. Van se tourne ensuite vers les villageois, disant qu'ils doivent travailler ensemble pour reconstruire le village, car alors en faire un lieu prospère ne sera plus un rêve inaccessible. Après cela, Van il se rend dans la forêt pour tester pleinement sa magie de production. Il prend une petite bûche et utilise sa magie pour la transformer complètement. Il en palpe chaque centimètre. Ensuite, il fend le bois en fils très fins qu'il tisse ensuite en un motif solide, créant un cube de fierté solide. Till et Calm demandent ce que c'est, et Van leur explique que c'est un cube de nanomatériaux, qui est vraiment très fort. Il en crée un tas, et bientôt Orto et ses amis passent par là. Il s'intéresse au RVB. Orto demande à Orto s'il peut essayer d'en couper un. Il lance un bloc en l'air puis le frappe de toutes ses forces. La force est là, mais le bloc heurte un arbre voisin et il n'y a pas une seule égratignure. Orto est incrédule car son le coup pourrait percer la pierre, mais le cube de nanomatériaux est resté intact. Après cela, Van commence à expérimenter avec son. Il continue à utiliser la magie et à créer des armes et autres objets jusqu'au coucher du soleil. Till lui demande s'il n'est pas fatigué. Car la magie de production est censée consommer beaucoup de mana, mais Van se sent parfaitement bien. Il se demande combien. Il possède du mana et crée nonchalamment un katana en bois, car qui se soucie de la science et de la conservation de l'énergie? Peu importe quand on possède la magie. Les yeux de K se mettent à briller à la vue d'une nouvelle épée. Alors Van le lui offre et ensuite. Till se met elle aussi à le regarder avec des yeux suppliants. Van lui donne une hache et Till est furieuse car elle a un motif de crâne effrayant qui détonne avec son côté mignon. Plus tard dans la nuit, alors que Till est calme dorme, Van est assis devant le feu de camp, il ne parvient pas à trouver le repos. Il se sent épuisé après avoir voyagé et combattu, et aussi sale car il n'a pas pris de bain depuis des jours. Il trouve que ses domestiques font bonne figure, mais ils doivent être fatigués. Eux aussi, et il a besoin de se détendre. Des infrastructures de base avant de travailler sur le village. Le lendemain, Van commence donc à empiler des nanocubes dans un espace ouvert. Il en fait une maison. Les villageois se rassemblent pour voir ce qu'il fait et même Van n'est pas sûr de savoir s'il peut créer quelque chose d'immense. Pourtant, il se concentre sur les détails et les étapes de la construction d'une maison.
Tout d'abord, il érige une structure solide. Il construit des piliers qui soutiendront le poids du plafond, puis érige des murs autour. Ensuite, il construit d'autres pièces avec. Il pose les portes et les fenêtres, puis ajoute le toit pour achever la construction. Ainsi, sa maison est terminée en un instant, et non. On pourrait croire que Van a construit un manoir entier en quelques secondes. Mais il est heureux d'avoir maintenant une maison où vivre. Il s'installe confortablement. Tout le village et les amis de Van restent bouche bée devant le manoir. Il affirme que sa magie de production est plus adaptée à la gouvernance d'un territoire que la magie élémentaire. Van fait mine d'être humble, affirmant que la magie offensive reste globalement supérieure car elle permet à un noble de protéger son peuple. Il a l'impression que les gens se sentent mieux sous l'autorité d'un noble capable de lancer des boules de feu que sous celle d'un simple ouvrier du bâtiment. Et Calme ne sont pas d'accord avec lui et disent qu'il préférerait vivre dans sa ville plutôt que dans celle de son père. Mais Van pense qu'ils sont tout simplement partiaux à son égard. Mais Esparta pense qu'ils ont raison. Il explique à Van qu'en temps de guerre, les gens peuvent. Ils préfèrent vivre sous le règne de nobles dotés d'une grande puissance d'attaque. Mais en temps de paix, ces capacités sont optimales pour eux. Développement. Des Orto et d'autres partagent également ce sentiment et ils disent à Van à quel point il est incroyable qu'il a construit une maison plus vite qu'Usain Bolt ne court 100 mètres. Van leur dit que s'il lui apporte du bois, il peut construire des maisons pour eux. Eux aussi. Et des Orto sont tous deux très motivés pour ramasser du bois et construire leur maison en premier. Enfin, ils ne sont pas les seuls ceux qui veulent une nouvelle maison. Et le chef du village demande timidement à Van si, en apportant du bois, il pourra construire des maisons pour eux aussi. Les villageois commencent à lui raconter que leurs maisons sont délabrées et inhabitables. Et Van. Il se rend compte que rénover tout cela va être vraiment épuisant. Cependant, il ne veut pas décevoir son peuple, et il est vrai que leurs maisons menacent de s'écrouler à tout moment. Il accepte de construire des maisons. Il les remercie s'ils lui apportent du bois pour cela, et tout le monde est ravi d'apprendre cela. Peu après, Van crée un. Il a transformé tout un pâté de maisons en une seule fois, et les gens sont encore stupéfaits par son talent. Ils disent que c'est une chose d'avoir un. Van possède une immense réserve de mana, mais il sait aussi concevoir un plan d'aménagement adéquat pour une colonie. Van commence à faire étalage de son talent. Il possède des connaissances en architecture et en design et affirme avoir utilisé un plan en damier où chaque unité est composée de 4 maisons, avec de larges rues les reliant. Pour l'instant, il a uniformisé toutes les maisons afin d'éviter les combats, mais il prévoit de les rénover à terme, une fois qu'ils disposeront de matériaux plus résistants. Les villageois sont extrêmement reconnaissants et ils offrent leur maigre récolte à Van en guise de cadeau. Ensuite, Van fait construire des bains publics à côté de son manoir. Parce qu'il veut prendre un bain tous les jours. Mais les villageois sont également curieux à ce sujet. Till est le mage aux cheveux verts. Pluriel dit à Van de prendre un bain avec eux, et il panique en entendant cela et leur rappelle qu'il est un vrai G. Un homme déjà adulte. Les filles prennent un bain en premier. Et Pluriel dit que Van est différent de tous les autres nobles qu'elle a rencontrés. Et il est vraiment gentil et sage. Till se met aussitôt à parler sans arrêt de son maître et de ses qualités exceptionnelles. Et une fois qu'elle est après avoir raconté tout ça à sa nouvelle amie, c'est au tour du garçon de prendre un bain. Van est comme entre les premiers. Van remarque que comme se muscle à force de s'entraîner régulièrement avec des Tiens. Des les chevaliers. Arrivé au bain public à ce moment-là. Et là, l'idiot musclé se met à brandir son épée lourde en public. Après le bain, Van va se reposer dans sa chambre et s'affale sur le lit, pensant qu'il va enfin pouvoir se reposer. Une journée épuisante. Le lendemain matin, il se réveille et découvre que les chevaliers ont creusé un fossé autour du village pour. Il faut la protéger des pillards. Et Van dit qu'il faut la remplir d'eau pour un résultat optimal. Ils ont également besoin d'eau pour l'eau potable, l'agriculture et les bains publics.
Van décide donc que leur prochaine priorité sera de sécuriser une source d'eau stable. Il repère immédiatement un point d'eau à proximité. Puis Esparta creuse un petit canal dans cette direction. Les autres? Les garçons commencent à élargir et à allonger le canal, et Van les suit en utilisant sa magie pour stabiliser les parois et il travaille au fond du canal pour le rendre étanche. Il remarque que des s'amusent comme un fou à creuser dans cette terre dure. Et Esparta affirme qu'il est plutôt actif pour un homme d'une quarantaine d'années. Calmer les chevaliers. Travail d'arrache-pied. Et Van pense qu'il faudra au moins une semaine pour que le canal soit terminé. Cependant, il est déterminé à. Il faut assurer l'approvisionnement en eau du village car, une fois qu'ils auront toutes les infrastructures de base, les marchands commenceront à les fréquenter. Il peut améliorer le niveau de vie de tous. Eh bien, Van semble avoir surestimé l'enthousiasme de ses partisans. Les ouvriers avancés, à la fin de la journée, ils sont à mi-chemin du village. Van dit que ça suffit et leur ordonne de s'arrêter. Eddie lui demande quel est le problème, car il pourrait continuer. Van lui répond que tout le monde n'a pas la même énergie débordante que lui. Certains sont calmes, d'autres tremblent comme le jouet préféré de leur mère. Dee réalise que tout le monde n'est pas fait comme lui, alors. Il accepte de faire une pause pour la journée, même s'il a encore assez d'énergie pour terminer le canal seul. Le canal est achevé le lendemain et tous les participants se rassemblent au bord du fleuve pour assister à son inauguration. Van raconte. Esparta ouvre la porte et brise un bouchon de pierre pour laisser l'eau s'écouler dans le tunnel. Tout le monde applaudit en voyant l'eau couler régulièrement dans le canal qu'ils avaient créé et les villageois étaient stupéfaits de voir autant d'eau d'un coup. Bientôt, l'eau remplit les fossés autour du village, mais Van craint que cela ne provoque des inondations dès le début des pluies. Il décide de creuser un lac derrière le village pour éviter cela. Et Esparta dit que cela servira aussi de un réservoir pour les périodes de sécheresse. Peu après, Van et ses amis construisent un lac derrière le village et tout le reste. Les villageois se rassemblent pour le voir. Ils sont fous de joie et le chef du village remercie Van. Car désormais, ils n'auront plus à parcourir 1,5 km pour aller chercher de l'eau pour leur famille. Quelques jours plus tard, Van renforce le mur du village est obtenu en ajoutant des morceaux de pierre à la boue, puis en les transformant en béton grâce à son savoir-faire exceptionnel. Tout le monde est persuadé qu'avec un mur aussi solide, une attaque de bandits ne leur fera même pas peur. Mais Van, lui, n'en est pas convaincu. Satisfait, il décide de renforcer encore leur défense en installant des balistes au sommet du mur et en plaçant des boucliers devant eux pour pouvoir attaquer les ennemis tout en restant à l'abri de leurs attaques à distance. Van dit qu'ils ce ne sont que des choses basiques, mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui parce qu'elles ont l'air vraiment coulées. Impressionnantes. Il pense que plus personne n'osera s'en prendre à leur village désormais. Et Esparta affirme qu'il est erroné d'appeler cet endroit un village. Parce que ça commence déjà à ressembler à une forteresse. Dee dit que si Jalpa savait que Van était capable de ça, je ne l'aurais jamais renvoyé et je l'aurais même immédiatement désigné comme mon successeur. Esparta conteste, affirmant que Jalpa. Il accorde beaucoup plus d'importance aux aptitudes au combat et n'aurait jamais pleinement apprécié le talent de Van. Dee soutient. Selon Esparta, Van possède une force de combat largement suffisante et il est probablement plus fort que n'importe qui d'autre. Il en ressort que le pouvoir de Van est excellent pour protéger les gens, mais qu'il ne peut pas conquérir d'autres territoires. Dee interprète cela comme un. Il l'insulte personnellement et affirme que la guerre est bien plus que de simples soldats qui s'affrontent à l'épée. Voyant que les deux hommes. Les discussions prennent une tournure plus sérieuse qu'elles ne devraient l'être, Van leur demande d'arrêter. Il dit que se disputer sur le talent et son utilisation. Cela ne leur apportera rien de bon et ils doivent faire de leur mieux pour vivre une vie meilleure avec ce qu'ils ont. Dee commence. Il rit en réalisant son erreur et approuve Van, affirmant qu'il deviendra un grand dirigeant où qu'il soit. Il est envoyé. Il affirme avec assurance qu'un jour il pourrait même posséder un domaine rivalisant avec celui de son père. Mais Van est plus que cela.
Il est intéressé par le petit déjeuner car il a très faim. Il apprécie le petit déjeuner qu'elle lui prépare et elle est contente. Qu'il aime ça parce qu'il manque un peu d'ingrédients. Van se rend compte que c'est inquiétant et Sparta le lui dit. Améliorer la défense du village est une bonne idée, mais il faut aussi se préoccuper de ses revenus. Ils n'en ont aucun. Aucun contact, à l'exception des commerçants qui viennent ici une fois par mois. Van répond qu'il peut s'occuper des meublés. Les couverts et les villageois produisent suffisamment de légumes pour subvenir à leurs besoins, ils s'en sortent. Donc très bien. Esparta s'essuie le morceau d'omelette coincé dans sa moustache, alors qu'il explique à Van qu'ils n'ont pas d'assaisonnement et qu'ils n'ont pas non plus les ingrédients pour les desserts que Van adore. Van est choqué d'apprendre cela et se retourne immédiatement. Il regarde Till comme si elle l'avait trahi. Il décide alors de créer une industrie spéciale qui permettra à tout le village de prospérer. L'argent dont il a besoin. Il demande à son équipe de lui proposer des idées immédiatement et Colm suggère qu'il pourrait vendre le nano. Les cubes, car ils constituent un matériau révolutionnaire. Van rejette immédiatement cette idée, car lui seul peut les utiliser. Ensuite, Till propose de chasser des monstres pour obtenir des matériaux, mais Van rejette également cette idée car seuls les aventuriers et les chevaliers peuvent le faire. Esparta pense qu'il est difficile de trouver quelque chose de spécial dans ce village. Van décide d'y réfléchir sérieusement. Plus tard dans la journée, il croise le gros type du groupe Orto qui lui dit que les serviteurs semblent l'adorer, car lorsqu'il leur a demandé de montrer ce que leurs armes pouvaient faire, ils ont refusé de le faire. Les armes peuvent être abîmées par leur utilisation. Van est déçu par les deux et dit que les armes sont faites pour être utilisées et que si ils les gardent précieusement, ils ne leur viendront pas en aide le moment venu. Van les encourage à utiliser leurs armes. Et l'aventurier, doté d'un talent exceptionnel pour les arts martiaux, sort un bouclier en cuir d'ORC. Il affirme qu'il est vraiment. Il est robuste et capable d'évaluer la puissance de leurs armes, et les encourage à l'attaquer. Calm accepte. À contre-cœur. Il s'exécute et tapote doucement le bouclier avec son katana. Monsieur Grogro lui demande d'y mettre plus de force car cela ne compte même pas comme une attaque. Mais l'instant d'après, il remarque un morceau de son bouclier qui tombe au sol. Il n'arrive pas à croire que le bouclier qu'il vient de se faire fabriquer soit déjà détruit. Et en plus de ça, Van lui dit que l'épée a l'air comme du métal, mais il est fait de bois. Fatih se met à pleurer à chaudes larmes, mais Van répare son bouclier grâce à sa magie. Immédiatement. Juste à ce moment-là, Orto arrive et demande à Van s'il veut leur acheter des minerais précieux. Van est étonné de le voir transporter une charrette pleine de minéraux rares. Orto explique que les montagnes près du village sont. Ils regorgent de minerais et de minéraux, et ils n'ont même pas besoin d'aller loin pour les trouver. Il a du fer, du cuivre et de l'argent. Du minerai, et aussi un peu d'or. Cependant, la découverte la plus précieuse est le minerai de Mythil, et Van en devient fou. En le voyant, il se demande pourquoi personne d'autre n'a découvert les ressources de ces montagnes auparavant, et Orto répond que cet endroit est tout simplement trop éloigné et trop difficile d'accès pour que quiconque prenne la peine de le chercher. Après cela, Van décide de travailler sur le minerai de fer est transformé en nanocubes. Fatih, tout excité, demande à Van s'il peut en fabriquer des épées avec ça. Van se sent toujours mal à propos de son bouclier, alors il accepte de lui en fabriquer un, et Fatih lui demande de le faire. Une épée courte et une épée longue. Van travaille d'abord sur l'épée courte, imaginant soigneusement tous les détails. Rendez-la durable, tranchante et aussi belle. Fatih est ravi en voyant l'épée, et le reste de là. Des aventuriers l'assaillent pour l'examiner de plus près, tandis que Van forge une longue épée reprenant le même modèle. Cela donne naissance au. Les aventuriers deviennent fous et demandent à Van s'il peut aussi leur fabriquer des épées. Il décide d'en fabriquer une pour chacun d'eux. Parce qu'ils ont apporté les minerais, et Pluriel lui dit ensuite que les épées ont l'air de pouvoir se vendre très cher. Van pense
Que s'il parvient à fabriquer des épées en mithril, elles pourraient se vendre encore plus cher lorsqu'Esparta arrivera sur les lieux. Il examine le minerai de mithril et déclare qu'il est très rare. Mais si les aventuriers en ont trouvé dans la forêt, avant même d'entrer dans la montagne, cela ne peut signifier qu'une chose, il y a un donjon à proximité. Dit que si un donjon est découvert ici, le village deviendra soudainement célèbre et des milliers de personnes viendront s'y rendre. Chaque année, Van prévoit de consacrer une journée à l'exploration du donjon. Bien que cela représente un atout majeur pour leur économie, Van sait qu'ils ne sont pas dans le coup. Les conditions nécessaires pour subvenir aux besoins d'un si grand nombre de personnes. De plus, il craint qu'ils ne soient attaqués par le pays rivalé. Même les nobles voisins pour le donjon. Pluriel dit que si un donjon est découvert, le père de Van le fera immédiatement. Envoyer les chevaliers pour la protéger. Et Van répond que son père l'a pratiquement renié, donc il sera envoyé ailleurs si ce village prend de l'importance. Plural comprend maintenant que Van souhaite se développer. Il s'appropria davantage le village et en fit son territoire permanent avant de découvrir le donjon et de le signaler. Un ortho. Il dit qu'ils essaieront d'éviter la région où se trouve le donjon. Ses amis sont d'accord et Van les remercie pour avoir gardé le secret alors qu'ils auraient tiré davantage profit de la découverte du donjon. Peu après, Van rénove une fois de plus le village avec des matériaux de meilleure qualité et il s'inquiète de le voir se surmener. Soudain, un villageois accourt et crie qu'une meute de monstres lézards cuirassés approche du village. Il ordonne immédiatement à tout le monde de se réfugier à l'intérieur des murs, puis verrouille les portes. Les villageois sont terrifiés. Les monstres, mais Van leur demande de combattre à ses côtés car ensemble, ils peuvent vaincre tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Les villageois sont motivés par le discours motivant de Van et ils jurent de se battre jusqu'à leur dernier souffle. Pour protéger le village. Van leur ordonne de se diriger immédiatement vers le mur et de se positionner derrière les balistes. K lui dit que Ortho et son groupe sont partis chasser, ils ont donc besoin de quelqu'un pour prendre les choses en main et Van décide de s'en charger. Avec le reste de ses citoyens. Cependant, Till lui saisit le bras, les larmes aux yeux, et Van n'est peut-être pas un imbécile. Mais il ne veut pas lui faire de mal. Il demande à Dé de monter et de lui faire un compte rendu de la situation en temps réel. Pendant ce temps, il reste sur place. Dé, au sol, donne des ordres. Il accepte et se précipite vers le mur, mais la vue devant lui le laisse sans voix. Stupéfait, il explique à Van qu'une quarantaine de lézards cuirassés se dirigent vers eux et qu'ils mesurent environ 8 mètres de haut. Cela équivaut à 3 éléphants se tenant les uns sur les autres, en unité de liberté. Dé commence à paniquer en voyant cela. Car même un groupe de chevaliers vétérans peine à abattre un seul lézard cuirassé et, pour l'instant, il ne dispose que une poignée de combattants entraînés. Van lui ordonne de charger les flèches de fer dans les arbalètes géantes. Il s'empresse de le faire. Ses chevaliers lui expliquent que les armes ordinaires sont inefficaces contre les écailles résistantes d'eux. Les lézards cuirassés, Dé le sait aussi. Il dit que jusqu'à présent, il a gagné toutes les batailles qu'il a menées. Mais celle-ci, cette fois, il veut faire confiance à son instinct et laisser Van prendre le commandement. Il ordonne à chacun d'eux charger sa baliste, puis donne l'ordre, les obligeant à tirer. Les flèches disparaissent dès qu'elles touchent les lézards et il faut un instant à Dé pour réaliser qu'il y a un énorme trou se forme à chaque impact de flèche. Les lézards cuirassés touchés par les flèches s'effondrent au sol après quelques secondes. L'inertie propulsant leur corps vers l'avant. Et dès la première salve, les villageois en abattent 10. Dé est impressionné par la qualité des armes fabriquées par Van et aussi par les villageois qui, pour une raison inconnue, ont une meilleure visée que mon Call of Duty. Coéquipier de service dans les matchs classés. Il dit à tout le monde de se préparer pour le deuxième round et les chevaliers lui disent qu'il ne reste qu'une flèche de fer pour chaque baliste. Dé leur ordonne malgré tout de charger et de tirer, et ils parviennent à prendre. Ils abattent davantage de lézards blindés. Cependant, la moitié des lézards sont encore en vie et ils n'ont plus de munitions. Dé transmet le message à
Van commence à réfléchir à une solution au problème. Soudain, il se souvient de l'épée en bois de K. Il a réussi à percer le bouclier de haute technologie de Fatih. Il pense que cela pourrait aussi fonctionner contre les lézards blindés. Il dit à Dé d'utiliser les flèches en bois. Les chevaliers trouvent cela tout simplement stupide, car Oud ne survivra pas. À travers la peau de lézard, dure comme l'acier. Dé leur dit de la fermer, car Van l'a déjà prouvé. Il les a trompés à plusieurs reprises et il va se fier à ce qu'il dit. Il ordonne aux villageois de charger les flèches en bois. Et tirer. Même les flèches en bois parviennent à transpercer les lézards, bien qu'elles se coincent à mi-chemin. Heureusement, cela suffit à atteindre leurs organes vitaux et à les tuer sur le coup. Et maintenant, Dé sait que personne ne peut le vaincre. Il leur dit de recharger et de tirer à nouveau car ce soir, ils vont se régaler de viande de lézard. Les villageois obéissent à son ordre et font pleuvoir des flèches sur les lézards cuirassés, anéantissant ce qui en restait. Ils annoncent fièrement leur victoire à Van et aux autres villageois qui se mettent à acclamer bruyamment, puis ils serrent Van fort dans leurs bras. Et il a encore du mal à réaliser que ces armes en bois ont réellement fonctionné contre de puissants monstres. Au sommet du mur, les chevaliers remarquent qu'aucun des leurs n'a été blessé et qu'il leur reste encore beaucoup de munitions. Ils trouvent que la bataille s'est terminée si vite qu'il est un peu déçu, mais cela montre simplement à quel point l'opérateur, le pouvoir de Van est. Peu après, les villageois commencent à traiter les cadavres de lézards sous la direction d'Orto. Le groupe, rentré assez tard, se voit conseillé par Orto de conserver les yeux, les crocs, la peau et le noyau. Magique pour les vendre. La viande est destinée à être conservée pour la consommation, expliquait-il, précisant que la transformation des lézards cuirassés prend généralement beaucoup de temps, et que la plupart des la viande pourrit avant qu'ils puissent l'utiliser. Mais grâce au couteau fabriqué par Van, le travail est vraiment facile. Juste à ce moment-là, Van. Il arrive sur place, inspecte l'immense montagne de viande et décide d'organiser une grande fête pour célébrer sa victoire. Le soir venu, les festivités commencent et chacun mange de la viande à volonté. Le groupe d'Orto parle à Van et lui raconte que les armes qu'il leur a fabriquées fonctionnent très bien. Dé surprend la conversation et demande à Van s'il a fabriqué des armes pour les. Des aventuriers l'ont précédé, et le groupe d'Orto commence à exhiber ses épées. Dé, jaloux en entendant cela, demande. Van veut lui fabriquer une épée, et il est prêt à lui faire un chèque en blanc pour cela. Les autres chevaliers le veulent aussi. Il leur dit timidement qu'il ne peut pas leur prendre d'argent, mais qu'il est un peu occupé pour le moment. Il promet de leur fabriquer de nouveaux équipements une fois les affaires du village réglées et les chevaliers satisfaits. Après cela, Orto explique à Van qu'un lézard cuirassé se vend généralement 20 pièces d'or, mais comme la majeure partie de ça chair pourrie, il peut. On obtient environ 8 pièces d'or par lézard. C'est encore une somme considérable, et Van est submergé par l'émotion à l'idée de la façon dont il va s'en servir. Utiliser tout cet argent. Esparta lui annonce une mauvaise nouvelle, lorsqu'un village gagne plus de 100 pièces d'or. Ils doivent en donner la moitié à l'affiche sous forme de taxe. Van a l'impression d'avoir perdu toutes ses économies dans une arnaque aux crypto-monnaies. En entendant cela, il demande s'il existe un moyen de commettre une fraude fiscale. Esparta lui répond qu'ils ne peuvent pas dissimuler la vente de tant de matériel et Van perd tout espoir. Cependant, il est plus inquiet que son père découvre l'importance de ce village, car il l'exilerait ensuite dans un autre lieu lointain. Soudain, Esparta a une idée. Il propose une solution et affirme qu'ils peuvent trouver un compromis en faisant leur rapport à Muria plutôt qu'à Jalpa. Van comprend qu'ils puissent attribuer la gloire de la victoire sur les lézards à son frère aîné, ce qui dissimulera leurs agissements et leur permettra de rester dans cette situation. Le village s'y installa plus longtemps. Le lendemain, 2 marchands arrivèrent au village et furent stupéfaits. Voyant l'énorme un mur semblable à une forteresse se dresse devant eux. Ils commencent à s'accuser mutuellement d'avoir mal interprété les indications de Google Maps et d'avoir perdu le chemin. Soudain, Van apparaît au-dessus de la porte et leur souhaite la bienvenue dans son village. Les marchands sont stupéfaits.
Car ils reconnaissent Van comme le fils prodige de la maison et se demandent pourquoi il se trouve dans un endroit aussi isolé. Ils le présentent. Ils se font passer pour Belle et Rango de la chambre de commerce joyeuse et Van les laisse entrer. Dès que le marchand, les frères arrivent à l'entrepôt et restent bouche bée en découvrant les matériaux récupérés sur le blindé. Des lézards. Ils ont du mal à croire qu'un si petit village ait pu chasser tous ces monstres, mais Van veut juste. Ils ne savent pas s'ils peuvent leur acheter tout ça. Les commerçants répondent immédiatement par l'affirmative et demandent à Van d'attendre un mois. Ils doivent mobiliser une équipe complète pour évaluer et transporter le matériel. Van accepte et leur demande de prendre. Il donne de la viande gratuitement car elle va pourrir de toute façon, puisqu'il ne peut pas installer de réfrigérateur pour le moment. Il demande ensuite. Ils ont emmené leurs frères examiner des armes également en vente et ils ont été impressionnés par leur qualité. Ils acceptent immédiatement le prix demandé par Van sans négocier, et celui-ci leur demande de les promouvoir. Les frères hésitent à répondre à cette question et Van se rendra compte que ces novices se prennent pour des pros capables de monopoliser le commerce de ces épées. Il leur explique que même s'ils essaient de garder le secret, les gens finiront par découvrir l'existence du village car ils peuvent trouver hors de l'itinéraire qu'ils empruntent. Les frères sont choqués d'apprendre cela et Van leur dit qu'il existe un autre moyen. Ils sont impatients d'entendre cela et il leur conseille d'ouvrir une boutique dans leur village. Les frères. Ils acceptent immédiatement cette offre et s'inclinent devant Van pour lui témoigner leur gratitude. Et il leur dit qu'ils devraient construire leur boutique immédiatement, avant même qu'ils puissent comprendre de quoi ils parlent. Van crée la boutique qu'ils adorent. Il rêvait d'ouvrir un magasin et leur dit qu'il se réjouissait de faire de bonnes affaires avec eux. Peu après, Van. Il reçoit deux invités inattendus. L'une est une jeune fille noble presque de son âge et l'autre est une gardienne de nuit redoutable la protège. Déjà critique, elle déclare qu'elle découvrira si Van est-il vraiment un génie ou un opposant? Pendant ce temps, Van reçoit des devoirs d'Esparta, qui lui demande de planifier une ville. Pour 10 000 personnes d'y vivre car, au rythme où ce village se développe, il deviendra une ville en un rien de temps. Il demande à Van quel type de ville fortifiée il souhaite, précisant que les forteresses de forme carrée sont les plus courantes. Cependant, Van. Il ne peut pas s'empêcher d'en faire plus, et il dit vouloir construire une forteresse en forme d'étoile car cela obligera les assaillants à gaspiller beaucoup de ressources. De temps à essayer de couvrir les points de défense qu'il mettra en place autour de la forteresse. Esparta aime l'idée et commence à aider Van. Lorsque le chevalier roux fait irruption dans la pièce, affirmant qu'un émissaire de là. Des jeunes filles du comté voisin de Ferdinando sont venues le voir. Van les fait entrer, et il s'avère qu'il s'agit de la même jeune fille noble et de la même maman chevalier. Il les salue et la maman se présente comme Mera, devenue vicomtesse après son ascension sociale. Le grade de chevalier. La jeune fille se présente nerveusement comme Ar, la plus jeune fille du comte Fernando. Et Van demande. Ils sont tous deux invités à s'asseoir. Mera demande aussitôt à Van pourquoi il pense qu'ils sont là, et il répond qu'ils sont là pour l'évaluer et le rallier à sa cause s'il semble menaçant. Elle se met à rire en entendant cela, car Van a raison. Il dit ensuite que le comte Ferdinando pense que Marquis Jalpa a envoyé son fils génial gouverner ce village parce qu'il veut conquérir son territoire. Cependant, Mera pense que Van a été envoyé ici parce qu'il ne possède pas de magie élémentaire. Van. Il décide de tout avouer et lui dit qu'elle a raison au sujet de la magie élémentaire, mais qu'il n'est pas là pour diriger quoi que ce soit. Une sorte de guerre, et il a simplement été exilé par son père. Mera refuse de le croire après avoir vu à quel point Van a évolué. Le village en peu de temps et elle pense qu'environ 5000 soldats ont été envoyés avec lui pour transformer ce village en une base militaire. Van éclate de rire en entendant cela, puis s'excuse avant de dire à Mera qu'il a été chassé de sa famille sans rien d'autre que ses bagages et son calme, et personne n'est même venu lui dire au revoir. Mera demande si elle hallucine, alors le majordome et le commandant adjoint des chevaliers
Et dit qu'il est venu pour compléter Van. Il s'entraîne de son propre chef et à ignorer les messages du commandant de nuit lui ordonnant de retourner en ville. Esparta. Il lui annonce également qu'il a pris sa retraite et qu'il enseigne désormais à Van par passion. Et elle ajoute qu'elle souhaite servir Van pour toujours. Parce qu'il traite tout le monde avec gentillesse, quelle que soit leur classe sociale. Cela n'explique toujours pas le développement rapide. Van décide alors de faire une démonstration à ses invités, car ce sera plus rapide. Il les emmène hors du village et leur demande. Asparta souhaite créer un mur de terre afin de le transformer en une muraille digne d'une forteresse. Mera est impressionnée par la magie du vieux majordome, mais elle dit que le mur s'effondrera dès qu'il perdra son mana. Van utilise immédiatement son Merae. Déconcerté par cette révélation, interroge Van sur son pouvoir magique. Il répond qu'il maîtrise la magie de production, qui est considérée comme la pire forme de magie, et c'est pourquoi il a été exilé ici. En entendant cela, se souvient d'elle. Après avoir évoqué sa propre vie malheureuse, Mera décide de passer à son deuxième objectif. Elle explique à Van qu'elle a été envoyée ici pour. Il lui propose la main d'Ar et comprend que le comte veut lui donner sa fille pour qu'il ne. Il tente de conquérir son territoire. Il dit à Mera qu'un mariage est inutile car il ne veut pas de conflit avec. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais de quelqu'un qui développe le village parce qu'il souhaite y vivre une vie paisible. Mera lui dit que, au départ, elle voulait empêcher les fiançailles d'Ar avec le seigneur d'un petit village anonyme, car elle ne voulait pas trouver le bonheur dans un endroit aussi miteux. Mais après avoir constaté le potentiel et la personnalité de Van, elle soutient leur mariage. Elle commence à vanter son intelligence, son charisme et sa volonté de transformer les difficultés en défis, et elle dit que, si c'était légal, elle voudrait l'épouser elle-même. Van s'enthousiasme à l'idée d'avoir une waifu qui lui sert de maman, mais malheureusement, il ne peut avoir qu'Ar pour le moment. Mera se tourne vers Ar et lui demande si elle veut épouser Van, car elle ne trouverait pas mieux. Ar, timide, avoue que Van est un homme bien, mais elle n'a pas encore pensé au mariage. Il lui dit aussi de prendre son temps car c'est la décision la plus importante de sa soirée. Et Mera répond ils vont passer la nuit au village pour réfléchir. Van est alors choqué d'apprendre qu'il reste dormir. Lorsque Mera lui demande s'il a une chambre libre dans un manoir, il décide plutôt de leur construire une auberge. Après cela, ils ont. Au cours du dîner, Van décide d'en savoir plus sur la jeune fille qui pourrait devenir sa future waifu. Elle lui dit qu'elle aime les choses mignonnes comme les fleurs et les poupées, et Van lui demande s'il peut voir les poupées qu'elle possède. Ar est content que quelqu'un. Van s'intéresse à elle et elle accepte avec joie de lui montrer les poupées dans sa calèche. Plus tard, Van emmène les deux enfants se promener. Les dames se rendent à l'auberge, et Mera laisse les deux enfants seuls pour qu'Ar puisse dire à Van qu'il est un type bien avant de courir vers sa chambre. Van retourne ensuite à son manoir, où Esparta lui apprend que depuis que le comte a envoyé sa fille a épousé la seigneurie d'un village sans nom, elle n'est probablement pas une mage élémentaire non plus. Van réalise maintenant qu'Ar était elle aussi exilée de chez elle, et il décide de la laisser rester au village si elle le souhaite, même s'ils n'obtiennent pas. C'est tout pour aujourd'hui. Mais cette vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.